Ben voilà, alors on vient de quitter la Loire là, et puis on rentre dans le terroir de Bourgueil. On va traverser Ingrandes, Restigné, enfin, c'est le début de l'appellation et cette plaine me donne soif. Alors là, dès que j'arrive là, je suis en condition. C'est-à-dire que là, vraiment, je peux même dire que la soif me prend après l'Angers. C'est une soif saine, quoi. Et là, maintenant, on arrive sur les premiers paysages de Bourgueil, sur l'église qu'on a vue de loin, là. L'église a toute une histoire parce que le clocher de l'église a été décollé par un coup de foudre dans les années 30. Et puis, on aperçoit l'abbaye, tout ça. Puis maintenant, on va rentrer dans... on est sur la place de l'école, là où se plantaient des cirques. Et puis voilà, l'école. C'est là que tu as été à l'école alors, Jean? Oui, ça c'était ma première école réellement, et ça, il n'y a absolument rien de changé. Il y avait 3 classes, là. Il y avait la classe maternelle, il y avait une seconde classe, là, qui était la classe des moyens, puis après, la classe du certificat d'études, qui était la grande classe. Maintenant, tout ça a dû s'agrandir. Et puis, dans le fond, il y avait une espèce de gymnase dans le fond à droite qui doit toujours exister. Et puis, il y avait les cabinets là-bas. Oui, il y avait les chiottes là-bas, au fond, et ça a changé. Mais oui, ça a dû se moderniser parce que j'ai aperçu de nouveaux endroits d'aisance. Et puis la maison des maîtres. Et pour moi, la maison des maîtres, c'est drôle parce que quand je l'évoque dans les souvenirs, pour moi, c'est un peu la maison de l'instituteur du Grand Maulne. Ah oui? Oui, exactement. C'est une maison pour moi, il y a quelque chose d'Alain Fournier là-dedans, dans cette école-là. Quand j'ai lu le Grand Maulne pour la première fois, j'ai tout de suite eu la sensation d'avoir vécu dans les lieux. Parce qu'autrefois aussi, il y avait sur cette place des cirques qui s'installaient, des petits cirques, et les enfants des gens de voyage venaient à l'école pendant une journée. Alors c'est une chose, c'était un excitant de l'imagination. C'est là que j'ai appris à lire, c'est là que j'ai fait les bâtons. Là. Il y a une chose tout à fait étonnante. J'y suis venu il y a quelques années ici, et je suis venu faire un interview ici il y a quelques années. Je suis rentré dans la classe et il y avait la même odeur de craie. Espèce de chose, il y a cette espèce de chose de craie et d'encre. Et c'est une des derniers lieux du monde où j'ai pu retrouver ça. Jean, est-ce que tu gardes des bons souvenirs de tes années d'écolier? Totalement, oui. Mais les meilleures années de ma vie, c'est mes années de classe, quoi qu'il arrive. Parce que, tu sais, bonjour madame, j'ai le sens des copains et tout ça. Dès qu'il y a une agglomération, il n'y avait pas d'école mixte à l'époque, mais dès qu'il y a une espèce d'agglomération masculine, je me sens tout à fait à mon aise. Ça, c'est le début du temps des copains pour moi, l'école. Et j'ai fait de très mauvaises études, mais j'ai un souvenir de toutes mes années d'études et même de mes vicissitudes pendant les années d'études. C'est totalement, non seulement totalement vivant, mais c'est un grand apport pour moi dans ma vie actuelle et en employant un mot un peu grand, dans mon inspiration sur mon métier d'acteur. Mais je suis un petit peu marqué par d'abord parce que j'en ai beaucoup parlé, et parce que j'en suis fier, j'en suis totalement orgueilleux de cette région et de ce que j'ai ressenti. Je dois énormément à cette région. Je dois énormément. Le fait d'être un fils d'homme de vin et un fils de région de vin, ça donne une chaleur. Ce sont des pays qui excitent l'imagination. J'ai fait un truc à Montréal. On allait 2 fois par an au théâtre à Tours. Là, on allait voir de l'opérette et on allait voir toujours les mêmes pièces d'ailleurs. On allait voir La Veuve Joyeuse et... Attends, ça va me revenir. C'était un truc militaire, ça va me revenir tout à l'heure. Mais mon père était un spectateur extrêmement curieux. Il allait toujours au théâtre avec une paire de jumelles et son goût à lui, c'était de reconnaître dans les acteurs et dans les figurants ou les choristes de la pièce. La seconde pièce, c'est les 28 jours de Clairette. Mais mon père aimait retrouver des ressemblances avec les gens du pays.
Ainsi, il y avait un grainetier à Bourgueil qui s'appelait Selonnier, qui avait une grande barbe. Et il y avait parmi les choristes, il y avait un personnage qui avait une grande barbe. Et mon père criait « Oh, t'as pas reconnu, c'est Selonnier ». Et il y avait toujours pour lui le grand charme d'une représentation théâtrale, c'est de retrouver une ressemblance avec une de ses connaissances locales. Je vais vous dire, voilà, par exemple, le portail que vous voyez là, alors c'est peut-être aussi la première caméra de la famille Carmet. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que mon père était très curieux. Hein. Et mon père, il y avait un trou dans le portail, dans le bois du portail. Et là, à travers le trou, il regardait ce qui se passait. Il se passait pas grand-chose. Hein. Il y avait moins de mouvement que maintenant. Le village était beaucoup plus petit que maintenant. Et il disait toujours, tiens, il est 3h moins le quart, par exemple. C'est l'heure où monsieur Untel doit passer. Et quand il y avait 5 ou 6 minutes de retard, c'était un incident qui faisait que la journée prenait un tour tout à fait particulier. Mm-hmm. Et mon père faisait des gros plans sur les individus qui passaient tout le temps. Et il avait, à la suite de ça, parce qu'il y avait quelquefois de l'air qui passait par le trou, et mon père avait volontiers une ophtalmie d'un œil, parce qu'il regardait par le trou de ce portail. Et à un moment, il y avait avant... Oui, mais à côté, ça a été vendu. Mais là, c'est bon. Brossard ? Non, il est mort il y a 2 ans. Il est mort quand même. Oui. Mais ce qui est bête, hein, c'est qu'il y a encore quelques années, là, mon vieux, il y avait toujours Bourrellerie Carmet sur la boutique. Hein, ils l'ont fait repeindre quand Brossard a vendu. Hein. Ils ont fait la couture quand même. Bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, on va aller chercher. Maintenant, ça va, on va aller boire un coup. Hein. Puis on va aller boire un coup maintenant. Si tu veux, oui. Hein? Mais je disais, ça les amuserait peut-être d'aller au cercle. Ah oui, ça serait plus rigolo, oui. Comme ça, ils verraient la boule de feu. Oui, enfin, ils connaissent. Là, est-ce qu'on boit propre là-bas parce que... Oui. Non, sérieusement. Non, tu peux boire un coup de 76. T'as dit 76. Venez 76. Hein? Oui. Je croyais pas que tu vas le chambrer un peu pour qu'il soit... Parce que du 76, il faut qu'il soit chambré. Ah oui. Aurait fallu l'ouvrir parce qu'il va être fâché. Oui. Le vin, chez nous, ça a toujours été un voyage dans lequel on pouvait reconnaître le pollen d'un insecte qui s'est déposé sur une grappe. Ça, on le cerne toujours, ça. Et puis on dit toujours que c'est-à-dire que le vin évolue même pas d'un kilomètre, mais à 300 mètres, l'éclairage change, le terrain change, la main du viticulteur n'est pas la même. Dans le vin, il y a quelque chose il y a un voyage permanent dans le vin, quand on sait boire, et quand c'est du bon vin. Bon, il y a des saloperies innommables hein, dans lesquelles on ne peut même pas... Il n'y a rien qui vous fait rêver, mais... Le fait, une véritable déglutition vinicole, c'est quelque chose. Quand on dit, les gens disent, bon, d'ailleurs, ça me donne soif, votre histoire, là, maintenant, ça va commencer, je vais commencer à être en hypoglycémie avec tout ce que je viens de rencontrer en route. C'est du 76, non? Vas-y, c'est très bien, ça. Si c'est propre, ça. Hein. Oui. C'est propre. Oui, c'est pas génial. Mais... c'est bon au joue. C'est ça qui est bon au joue, tu vois. En général, les gens, ils font bien de leur... Les profanes disent qu'on fait un espèce de cirque. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le vin, il y a d'abord le nez, hein. Après il y a les joues, hein. Après il y a l'absorption, puis il y a le retour quand il vaut la peine. Il y a des vins qui n'ont pas de retour, ils s'arrêtent à l'estomac, ils vous brûlent. C'est l'enfer. Mais il y a des vins tout à fait merveilleux avec qui on n'ose même pas reprendre une seconde gorgée tellement on veut profiter de la première. J'espère que ça va être l'occasion bientôt. Alors là, je peux dire une chose là, assez étonnante, parce que le doigt, ça a été un des premiers rêves de ma vie, parce qu'il y avait un copain de mon père
qui venait passer les vacances à Bourgueil. Il était de Bourgueil, mais il travaillait à Paris. Et fabriquait des bateaux avec moi. On fabriquait des bateaux avec des vieux cuviers. C'est-à-dire qu'on coupait une cuve en deux, puis alors on mettait un mât, on expliquait ça, mais ça allait d'année en année. Hein. Le but, c'était de mettre le cuvier dans l'eau, d'en être les passagers, d'aller jusqu'à la Loire, hein, et de la Loire aller à la mer et aller vers l'Amérique. Il y avait toujours l'évasion, quoi, ce fleuve qu'on suit qui vous fait rêver. Il y avait aussi une chose qui me faisait rêver, c'est le bruit des trains. Il y avait un train à Bourgueil qui était un train d'utilité locale, qui allait à Tours, c'était le petit train. Mais il y avait les grands trains qui passaient à Port-Boulet. Et je sais pas, il y avait on les entendait quand c'était une espèce de bruit d'enfer, enfin, et lointain, c'était porté par le vent. On disait même que quand il allait pleuvoir, quand on entendait bien les trains, et mon père disait, tiens, c'est le Nantes-Lyon. Et ça, je ne savais pas où était Lyon. Nantes, ça me disait quelque chose, parce que c'est le prolongement de tous ces fleuves de la Loire. Mais Lyon, pour moi, ça n'évoquait pas encore la région beaujolaise. Mais ça a été c'est peut-être... quand on me demandait tout à l'heure pourquoi j'avais fait ce métier, c'est peut-être pour voir le train des grandes lignes. Il y a peut-être... C'est peut-être aussi peu de choses. Là, on pourrait faire un petit